Bonjour à tous, vous avez bien rejoint la webconférence SVP sur les principales dispositions réglementaires de la loi sur l'économie circulaire. Au vu du contexte sanitaire, les deux experts interviendront à tour de rôle afin de respecter les règles de distanciation. La conférence dure 30 minutes, 20 minutes d'intervention et 10 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à vous poser vos questions pendant la conférence sur la partie chat. Il est temps pour moi de laisser la main à Winchi et Gisèle. Je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Merci beaucoup. Donc, on va vous présenter un petit peu le plan, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. On commencera par une introduction. Ensuite, on vous donnera des éléments pour comprendre l'économie circulaire. On fera ensuite un focus sur cette loi et on finira par une conclusion et des questions. Donc, en introduction, ce qu'on voulait vous expliquer, c'était qu'on était sur un mode de consommation basé sur la surexploitation des ressources disponibles. Donc, en effet, si on reprend le graphique, on constate qu'en 1970, on était à l'équilibre au niveau des ressources consommées. Par contre, si on regarde les années 2016, 2018, 2020, on constate qu'on atteint le jour de dépassement mondial à peu près en août, ce qui veut dire qu'à partir d'août, on consomme déjà les ressources de l'année suivante. Autrement dit, on vit à crédit sur nos ressources qui sont disponibles. Il ne faut pas après oublier qu'on est sur un contexte démographique qui est en croissance et qu'on vit également dans l'accélération des modes de vie, ce qui veut dire que si le système ne change pas, ça va vraiment pas s'améliorer les années à venir et le risque, c'est d'arriver à l'épuisement des ressources naturelles. Donc, on est sur un modèle actuel qui a atteint ses limites et il faut absolument faire un changement radical. Je vais ensuite laisser la parole du coup à ma collègue, Madame Prira, pour qu'elle vous explique les éléments pour comprendre l'économie circulaire. Merci beaucoup. Alors, pour comprendre l'économie circulaire, il va falloir faire une comparaison entre le modèle économique actuel versus le modèle visé, qui est celui de l'économie circulaire. Donc, pour illustrer cette notion, on va prendre l'exemple d'une machine à laver pour faire la comparaison entre les deux systèmes. Donc, dans le système économique linéaire actuel, pour fabriquer ma machine, il va falloir dans un premier temps que j'extrais les matières premières qui seront nécessaires pour fabriquer ma machine et ensuite, je vais transformer ces ressources pour obtenir mon produit final, c'est-à-dire ma machine à laver. Donc, on identifie deux impacts forts pour ces deux phases. Donc, la première, c'est l'épuisement des ressources naturelles, puisque par exemple, pour fabriquer ma machine, il va falloir que j'ai recours à des métaux rares. Et d'autre part, pendant mon processus de transformation de ces ressources, je vais potentiellement avoir des impacts sur l'air, sur l'eau ou sur les sols. Donc, du coup, je vais mener à une pollution environnementale. Dans l'économie circulaire, on va chercher à pallier ces deux impacts en modifiant les manières de faire. D'une part, en concevant durablement ma machine, donc c'est-à-dire que je vais m'appuyer sur des matériaux verts pour pouvoir concevoir ma machine à laver et d'autre part en ayant un système de consommation autre que celui actuel. C'est-à-dire qu'on va, par le biais d'un changement de modification des consommateurs, faire en sorte qu'on ait moins besoin de produire des machines en nombre excessif et que du coup, mon mode de fabrication de la machine ait moins d'impact sur l'environnement. Si on revient au système économique linéaire, une fois que ma machine à laver est créée, je vais l'utiliser jusqu'à un moment donné où ma machine va tomber en panne de façon définitive. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène d'obsolescence programmée, puisqu'en fait on a une date prévue à l'avance pour laquelle ma machine ne fonctionnera plus. Donc le but de l'économie circulaire, c'est de contrer cette notion d'obsolescence en donnant des options aux consommateurs pour pouvoir redonner vie à mon produit, à ma machine, donc en donnant des options de réparation pour allonger un maximum ma date d'utilisation de ma machine à laver. Enfin, dans le système linéaire, une fois que ma machine sera hors d'usage, elle va finir à la poubelle et on va plus pouvoir utiliser les composants. Donc on va arriver à une accumulation de déchets significative au fur et à mesure du temps. Alors que dans l'économie circulaire, on va essayer de faire en sorte que cette accumulation de déchets ne se produise pas en redonnant vie à la matière qui compose ma machine à laver, soit en réintégrant ces matériaux et ces composants dans une nouvelle machine, soit en la transformant en un nouveau produit. Donc, c'est-à-dire qu'on va repartir finalement à la première étape de conception d'un nouveau produit, etc.
Donc, pour synthétiser la notion d'économie circulaire, on peut donner la définition de l'ADEME qui est la suivante. Donc, l'économie circulaire, c'est un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades de vie des produits, donc que ce soit pour des biens ou pour des services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources naturelles d'une part et à diminuer l'impact sur l'environnement d'autre part. Donc, pour poursuivre dans la définition de l'économie circulaire, on va pouvoir voir sur quel pilier est-ce qu'elle va s'appuyer. Donc, on va passer en revue les 3 phases des produits et les piliers associés. Pour la fabrication du produit, on aura 4 piliers qui vont s'appliquer. Donc, le premier, c'est l'approvisionnement durable, donc le fait que je vais avoir recours à des matières premières en quantité disponible quasi illimitée. Ensuite, il va y avoir également l'éco-conception. Donc, ça va être le fait d'analyser tout le cycle de vie du produit pour identifier les impacts environnementaux dans le but de les supprimer ou à minima de les diminuer au maximum. Ensuite, on va avoir également l'écologie industrielle et territoriale. Donc, ça va être le fait d'à l'échelle d'une région ou d'un territoire, de pouvoir mettre en synergie la gestion des énergies, des matières et la gestion des déchets pour les entreprises. Donc, pour optimiser un maximum ces 3 phases. Et enfin, on va avoir l'économie de fonctionnalité, qui va être le fait de remettre la fonction d'un produit au cœur de sa vente, plutôt que le fait d'avoir l'accès à la propriété du produit. Donc, si on reprend l'exemple de la machine à laver, ça va être le fait de mettre à disposition la fonction de lavage de par la machine, plutôt que chaque utilisateur ait sa propre machine. Pour la deuxième phase du produit, celle de distribution ou d'utilisation, on va avoir 2 piliers qui vont correspondre à cette phase. Le premier, c'est la consommation responsable. Donc, le fait de pouvoir mettre à disposition des utilisateurs et des consommateurs les informations sur l'environnement, et aussi le fait de pouvoir modifier leur façon de consommer, par exemple en priorisant tout ce qui est location, tout ce qui est système de troc ou d'échange. Le deuxième pilier, c'est celui de l'allongement de la durée d'usage. Donc, on va essayer de donner des options pour allonger un maximum la date pour laquelle mon produit ne sera plus utilisable. Enfin, dernier pilier pour la dernière phase, celle de fin de vie du produit, qui va se reposer sur un pilier unique, celui du recyclage. Donc, le but étant de pouvoir réutiliser un maximum les composants de mon produit pour éviter qu'ils ne deviennent des déchets ultimes et non réutilisables. Donc, vous le voyez, au travers de l'étude de ces 7 piliers, on a vraiment une alliance entre le changement du mode de production et surtout les comportements de l'ensemble des acteurs, que ça aille du citoyen aux entreprises, aux collectivités, aux nations ou aux groupements des nations également. Donc, pour finir sur cette notion d'introduction de l'économie circulaire, on va vous illustrer ces notions avec quelques exemples, ce sera beaucoup plus concret. Donc, pour la fabrication du produit, on peut citer l'exemple de la compagnie Adidas qui a créé une basket 100% recyclable, c'est-à-dire qu'on va, lorsque la basket sera usagée, pouvoir récupérer l'ensemble des composants de cette basket pour recréer une nouvelle paire. Pour tout ce qui est utilisation et distribution, on peut citer la société SEB qui met à disposition un réseau de réparateurs aussi et de la même manière des pièces détachées qui vont permettre aux consommateurs de pouvoir réparer facilement un produit qu'il aurait utilisé et acheté sous cette enseigne. Enfin, pour tout ce qui est fin de vie du produit, on peut citer la société BIC qui, elle, permet de collecter les anciens stylos pour récupérer la matière plastique, fabriquer des planches en plastique à partir de ces matériaux et ces planches serviront de support pour de nouveaux objets comme par exemple des bacs à fleurs. Donc maintenant que l'économie circulaire n'a plus de secret pour vous en termes théoriques, on va maintenant passer à son application réglementaire en faisant un focus sur la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire. Et je vais repasser la main à Madame Choi. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, quelques chiffres. Il faut savoir que la loi a été, le projet a débuté en octobre 2017. Ensuite, il y a eu de nombreux allers-retours entre les différentes chambres parlementaires pour arriver à la promulgation de la loi en février 2020. Donc, la loi, elle est composée de 130 articles répartis en 6 livres avec 5 objectifs visés qui ont pour but vraiment de mieux produire, mieux consommer et limiter du coup les déchets. Donc, pour chacun des objectifs visés, on va vous présenter des mesures applicables. Je vous présenterai du coup les 2 premiers objectifs et ma collègue vous présentera les 3 autres.
Donc, le premier objectif est de sortir du plastique jetable. Pour cela, l'État s'est fixé d'atteindre zéro plastique jetable d'ici 2040. Donc, le plastique jetable concerne les industries, mais également le quotidien de tous. On estime à peu près à 140 milliards d'unités la quantité de produits ménagers jetables par an mis sur le marché en France. C'est pourquoi la loi sur l'économie circulaire a décidé de fixer des objectifs tous les 5 ans de réduction, réutilisation, réemploi et recyclage des emballages plastiques pour arriver en 2040 à vraiment de zéro plastique jetable. Certaines mesures sont déjà applicables, comme l'interdiction de gobelets en plastique, d'assiettes en plastique et également de coton-tige. La deuxième mesure va concerner la consigne pour le réemploi et le recyclage. Donc, ça passe par un dispositif de suivi des collectes de bouteilles en plastique avec un objectif, avec un point d'étape en 2023. Donc, l'État s'est fixé d'atteindre un taux de collecte de 77% en 2025 et 90% en 2029. Et si toutefois la France elle était en retard par rapport à ses objectifs fixés, la consigne pourrait devenir obligatoire. Mais pour l'instant, on est uniquement sur des expérimentations sur les territoires qui sont volontaires. On a un deuxième objectif qui va être de réduire de 50% le nombre de bouteilles en plastique. La troisième mesure va concerner le vrac, donc tout produit de consommation pourra être vendu en vrac. Ça veut dire que le consommateur aura la possibilité d'apporter ses propres contenants dans les commerces. Par contre, tous les produits ne pourront pas être vendus en vrac par mesure sanitaire et un décret du coup précisera les exceptions concernées. Et la quatrième mesure va concerner la fontaine à eau. Donc, il y aura une interdiction pour les établissements recevant du public de distribuer des bouteilles en plastique gratuitement à compter du 1er janvier 2021 et une obligation pour tous ces établissements d'être équipés d'au moins une fontaine à eau d'eau potable disponible à partir du 1er janvier 2022. Le deuxième objectif du coup va concerner la lutte contre le gaspillage et favoriser du coup le réemploi solidaire. Pour ça, ça passe par l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires. Par invendus non alimentaires, ça comprend les vêtements, les produits d'hygiène, de beauté et l'électroménager neuf. Donc, le ministère de la Transition écologique estime à peu près à 630 millions d'euros de produits neufs et non périssables jetés chaque année en France. C'est pourquoi cette loi vise vraiment à diminuer les déchets, mieux consommer, mieux produire et également favoriser le don à des associations, notamment pour tout ce qui est produits de première nécessité. Du coup, tout manquement par rapport à cette mesure sera sanctionné. Donc, la sanction ne pourra pas dépasser 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Du coup, on va parler ensuite de la deuxième mesure qui est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Du coup, ça représente à peu près 10 millions de tonnes de produits alimentaires jetés par an et en valeur commerciale 16 milliards d'euros. Du coup, cette loi a pour but d'intensifier la sanction, la faisant passer de 3 750 € à 0,1% du chiffre d'affaires. Le deuxième objectif va concerner la distribution et la restauration collective qui vont avoir comme objectif de réduire le gaspillage alimentaire de 50% par rapport à leur niveau en 2015 et ils auront jusqu'à 2025 pour répondre à cet objectif. Je vais ensuite laisser la parole du coup à ma collègue Madame Préra pour vous présenter les 3 autres objectifs. Merci beaucoup.
Alors, concernant le troisième objectif, qui est celui de mieux informer les consommateurs, ça va passer notamment par une mesure qui est celle de rendre le tri plus efficace, puisqu'on se rend compte que les informations ou les sigles qui sont mis à disposition des ménages rendent le message de tri très confus. Donc, pour cela, on va avoir 3 mesures qui vont s'appliquer. La première, le fait de généraliser l'utilisation et de rendre obligatoire l'apposition du logo Triman que vous pouvez voir, donc le petit sigle avec le bonhomme et les 3 flèches noires, donc de le rendre affiché sur les produits ménagers, sur leurs emballages ou sur les documents fournis avec le produit. D'autre part, ce logo sera également accompagné de consignes de tri pour pouvoir informer le consommateur des règles claires de tri applicables à son emballage. Donc, comme vous le voyez sur l'exemple, par exemple, pour ce composé qui a une partie plastique et une partie carton, les indications permettent de pouvoir savoir quoi faire de chaque partie. Donc, la partie plastique, notamment, elle sera à jeter, alors que la partie carton sera à collecter dans les bennes pour tout ce qui est recyclable. Et en parlant des bennes, il y aura également une harmonisation du code couleur de ces bennes sur l'ensemble du territoire, donc jusqu'au 1er janvier 2022, puisqu'on s'est rendu compte que les codes couleurs diffèrent suivant les villes. Donc c'est important d'avoir le même message applicable sur l'ensemble du territoire. Pour l'objectif numéro 4, qui est celui de lutter contre l'obsolescence programmée. Plusieurs mesures seront applicables de par la loi anti-gaspillage. Donc, la première, c'est le fait d'apposer un indice de réparabilité dès le 1er janvier 2021 pour les équipements électriques et électroniques. Et il y aura un nouvel indice qui verra le jour à partir du 1er janvier 2024, qui sera l'indice de durabilité. Donc, ce sera un indice de réparabilité associé avec une notion de fiabilité et de robustesse. Deuxième mesure, celle de faciliter la réparation et l'utilisation de pièces détachées d'occasion. Donc, de plusieurs manières. La première, le fait de mettre à disposition une liste des réparateurs professionnels, un petit peu comme on l'a vu avec l'exemple du groupe SEB. Et l'autre mesure, celle de mettre à disposition l'information sur la disponibilité des pièces détachées et surtout la durée pour laquelle ces pièces seront disponibles. Dernière mesure, celle de créer des fonds de réparation et de réemploi ou de réutilisation, donc toujours pour informer le consommateur des différentes options qui s'offrent à lui pour pouvoir à nouveau réparer son produit facilement et augmenter un maximum la durée d'utilisation de son produit. On en arrive au dernier objectif qui est celui de mieux produire. Donc à nouveau, plusieurs mesures vont être mises en vigueur par la loi anti-gaspillage. Donc la première, c'est le fait de transformer les filières pollueurs-payeurs, puisqu'on va fournir des objectifs qui seront définis pour les éco-organismes, et en cas de non-atteinte de ces objectifs, il y aura des sanctions qui seront appliquées pour ces éco-organismes. Donc ça permet de pouvoir responsabiliser un peu plus ces organismes, notamment ceux qui sont souvent en position de monopole. Deuxième mesure, celle de la modification et de la création de filières responsabilité élargie du producteur ou filière REP. Juste pour rappel, la notion de REP signifie qu'on oblige le fabricant d'un produit à anticiper le coût et la gestion des déchets qui seront issus de l'utilisation de ce produit. Actuellement, avant l'entrée en vigueur de la loi, il y avait 14 filières qui existaient. Donc, par exemple, il y en avait une qui était dédiée aux jouets, aux éléments d'ameublement, aux piles et accumulateurs, aux équipements électriques et électroniques. Et donc, la loi va venir en modifier certaines et en créer de nouvelles. Donc, pour la modification, il y en aura 6 qui seront concernés par cette nouvelle modification. Donc, on peut citer l'exemple de la filière dédiée aux véhicules hors d'usage, puisque avant l'entrée en vigueur de la loi, la filière REP ne concernait qu'une partie des véhicules, alors qu'après la loi, l'ensemble des véhicules, qu'ils aient 2, 3 ou 4 roues, seront concernés par cette filière. De plus, on va créer donc cette nouvelle filière, comme je vous l'ai indiqué, et notamment une qui est la plus emblématique, qui est celle dédiée aux déchets du bâtiment, puisque comme vous le voyez sur l'image qui est en bas à droite, sur les 326 millions de tonnes de déchets qui ont été générés en 2017 en France, il y en a 224 qui proviennent des déchets de construction. Donc ça représente à peu près 70% des déchets, ce qui est un gisement significatif provenant d'une seule filière. Donc du coup, il était important de pouvoir mettre une mesure associée pour mieux gérer ces déchets de construction. Donc ça va s'accompagner notamment d'un cahier des charges dédié ou de la création, par exemple, d'un éco-organisme. On attend le décret d'application pour en savoir un peu plus sur cette filière qui verra le jour en 2022. Troisième mesure,
celle de prendre en charge le nettoyage des dépôts sauvages, qui est une problématique assez forte, notamment pour les collectivités, qui se retrouvent souvent démunies face à cette problématique. Donc, on va avoir deux aspects qui vont rentrer en compte pour aller dans ce sens. La première, c'est le fait de, par la transformation des filières REP, donc de couvrir une diversité plus grande de produits, ce qui va permettre d'anticiper la gestion de ces déchets en particulier, bien en amont, et donc de limiter les dépôts sauvages qui seraient issus de ces filières. D'autre part, on va renforcer le pouvoir des maires pour pouvoir lutter contre les dépôts sauvages. C'est-à-dire que, par exemple, si vous constatez une infraction ou un dépôt sauvage de façon en direct, vous allez pouvoir appliquer une amende de façon immédiate qui pourra aller jusqu'à 15 000 euros. De la même manière, on va aussi pouvoir utiliser les images de vidéosurveillance pour pouvoir constater ces méfaits et pouvoir les punir dans un second temps. Enfin, dernière mesure, celle d'encourager les produits les plus respectueux de l'environnement. Donc, d'une part, en mettant un affichage environnemental auprès des consommateurs pour qu'ils aient conscience de l'impact environnemental du produit qu'ils vont acheter, et d'autre part, en mettant en place un système de bonus-malus pour les fabricants sur l'éco-contribution. C'est-à-dire qu'un produit qui serait considéré comme vraiment respectueux et vertueux envers l'environnement aurait une récompense. Donc, on va faire une remise sur l'éco-contribution de la part du fabricant auprès de l'éco-organisme. Et à l'inverse, un produit qui serait considéré comme peu respectueux de l'environnement se verrait attribuer un malus. Donc, ça pourra faciliter et encourager les fabricants à aller plus dans le sens de produits plus verts pour l'environnement. Donc, vous l'avez vu, on a vu donc l'économie circulaire de façon théorique, l'application réglementaire. Maintenant, en guise de conclusion, on va voir les éléments qui vont permettre de mettre en place ce nouveau concept de façon pratique, donc c'est-à-dire sur le terrain. Donc, en synthèse et en rappel, vous l'aurez compris, l'économie circulaire, c'est une politique vraiment ambitieuse de modification des systèmes pour arriver à un nouveau système écologique en protégeant l'environnement et surtout qui pourrait remplacer notre système actuel qui a bien présenté ses limites, puisqu'on l'a vu, les ressources naturelles arrivent vraiment à épuisement de façon beaucoup plus vite au cours de l'année. Donc, ça va aussi s'accompagner de l'intégration de l'ensemble des parties prenantes pour mettre en place ce nouveau système. Et donc, pour le mettre en place de façon efficace, il nous manque encore des éléments importants qui vont être les suivants. Donc, le premier, c'est le décret d'application, puisqu'on l'a vu, il y a beaucoup de notions qui sont entrées déjà en vigueur et d'autres qui vont arriver à court terme. Et encore, on vous a présenté juste un petit échantillon en vue du temps imparti. Donc, on est toujours dans l'attente de décret d'application pour ces mesures déjà en vigueur et les prochaines qui vont arriver. Donc, au vu du contexte sanitaire avec le Covid, il y a eu des décalages en termes de sortie de ces décrets. Donc, beaucoup d'entre eux devraient normalement voir le jour au courant du mois d'octobre, novembre et décembre. Autre élément à intégrer également pour mettre en place l'économie circulaire, le fait d'avoir des normes à destination des entreprises notamment pour pouvoir mettre en place l'économie circulaire. L'AFNOR a déjà sorti une norme en 2018 qui concerne et qui détaille chacun des piliers qu'on a vus auparavant, c'est-à-dire l'approvisionnement durable ou l'éco-conception par exemple, mais il manque une norme spécifique à l'économie circulaire. Donc du coup, c'est un des travaux actuels de l'AFNOR par le biais de groupes de travail et cette norme devrait voir le jour dans les 2 à 3 années à venir. Et enfin, dernier élément qui permettrait de mettre en œuvre l'économie circulaire de manière beaucoup plus efficace, le fait de mettre à disposition des subventions, des programmes et des ressources documentaires. Donc, il y a déjà des subventions qui existent, par exemple, par le biais de l'ADEME et des ressources documentaires qui sont disponibles. Et notamment, on peut citer l'Institut national de l'économie circulaire qui met en place plusieurs publications, plusieurs focus sur l'économie circulaire et notamment pour l'application suivant des branches d'activité. Donc, on en arrive à la fin de cette présentation et on en arrive maintenant au temps d'échange pour répondre à vos questions éventuelles sur le sujet. La première question qui a été posée, c'était de savoir si le logo Triman avait la même signification que le point vert. Alors non, ces deux éléments sont complètement différents. Le point vert, ça signifie que le fabricant a versé une éco-contribution auprès de l'éco-organisme, alors qu'on pense à tort justement que le point vert signifie que le produit est recyclable, ce qui n'est pas le cas.
alors que le logo Triman, lui, sa vocation, c'est d'indiquer pour un produit qui dispose d'une consigne de tri. Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt dans le sens où on va plutôt privilégier la présence du logo Triman au détriment du point vert. Donc, pour l'instant, on est toujours dans l'attente du décret d'application pour savoir sous quelles conditions ou si le point vert également est vraiment destiné à disparaître pour de bon. Mais voilà, les deux logos ont vraiment une signification bien distincte. Merci. Une deuxième question demande de savoir si on peut citer des exemples de projets d'économie circulaire concrets. Alors, ça va vraiment dépendre des collectivités et de la sensibilité des collectivités sur ce sujet. Mais comme exemple concret, on peut citer la ville de la commune de Roubaix, qui est une commune assez proactive sur le sujet, puisqu'elle dispose d'une équipe dédiée notamment sur l'économie circulaire. Et elle a un projet concret qui est celui du couvent des Clarisses, et donc qui est géré par 2 associations qui intègrent pour tous leurs projets la notion d'économie circulaire. Donc de la même façon, on a aussi normalement dans la loi économie circulaire une clause d'économie circulaire qui devrait être intégrée au sein des marchés publics. Donc ça va permettre à nouveau de développer cette notion d'économie circulaire de manière beaucoup plus précise. Merci. Il y a une troisième question qui est de savoir quelle est la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis du contenant en vrac. Alors, je vais laisser la parole à ma collègue pour ces questions. Merci beaucoup. Donc, la loi sur l'économie circulaire précise que c'est vraiment au consommateur qui apporte son contenant en vrac qui est responsable en fait du nettoyage du contenant déjà et également d'apporter en fait le contenant qui va être adapté aux produits alimentaires. Donc après, il y a un affichage qui pourra être mis en place dans le commerce pour aider un petit peu le consommateur à savoir comment nettoyer du coup le contenant et quel contenant choisir. Après, on peut éventuellement imaginer par la suite que un contenant ne sera pas forcément le même pour un produit solide qu'un produit liquide, mais comme on vous l'a présenté dans la web actu, un décret devrait paraître précisant du coup les conditions du vrac. Merci. Une dernière question. Quelle est la différence entre l'indice de réparabilité et de durabilité? Et plus précisément, est-ce que vous avez des éléments concernant la détermination de l'indice de réparabilité? Je vais laisser du coup ma collègue Madame Préra répondre à cette question. Oui. Alors, donc, comme j'ai commencé à vous l'expliquer dans la web actu, les 2 indices sont différents. L'indice de réparabilité, il va donner un ordre d'idée du potentiel plus ou moins facile de réparation du produit. Alors que l'indice de durabilité, lui, il aura plutôt tendance à donner une indication sur la pérennité du produit dans le temps. Donc, pour le moment, on attend toujours les décrets pour bien définir ces 2 notions, mais d'après les informations qu'on a à l'heure actuelle, pour l'indice de réparabilité, ça devrait être une note qui sera notée sur 10 et il sera basé sur 5 critères. Donc, l'un d'entre eux serait le coût de réparation du produit, le coût des pièces détachées, le fait d'avoir de la documentation qui soit annexée au produit pour pouvoir procéder à sa réparation, le fait de savoir si le produit sera plus ou moins facilement démontable, et il y aura un autre critère qui sera dépendant de la nature du produit. Donc, notamment, pour l'instant, on sait que ça va plutôt se baser sur tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est notamment machine à laver, notamment. Ce sera des produits qui seront concernés par cette mesure. Merci, Gisèle. Nous sommes arrivés à la fin de cette conférence. Pour toutes les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre, nous allons publier dans les prochains jours en fait les questions et les réponses avec un récapitulatif complet. Voilà, nous vous souhaitons en tout cas une excellente fin de journée et puis à très bientôt. Merci, au revoir.